Attention, dans ce troisième hors-série du décodeur de la communication, nous allons parler, Patrice Lobignat, Jean-François Granat et moi-même, de RSE, ou plutôt de communication et de RSE. Et là, vous allez voir que nous sommes loin du greenwashing et loin des mots valises qui, hélas, sont affublés à ces trois lettres que sont la RSE. Alors bien sûr, dans cet épisode, nous allons donner la définition de la RSE, également d'emblée dire où devrait se trouver la RSE au sein de l'entreprise. Spoiler, ce n'est pas à la communication selon moi, mais bon, peu importe. Nous allons parler de valeurs, de raison d'être, mais pas sous l'angle bien bullshit, comme cela peut arriver malheureusement dans certaines entreprises ou organisations qui font du greenwashing. Dans ce hors-série, nous allons également parler des parties prenantes, des clients par exemple, car oui, la RSE, c'est aussi un angle business, et nous allons enfin parler de communication et de RSE. Et là, vous allez vous apercevoir que c'est une communication beaucoup plus subtile que la simple publicité produit. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sincèrement, j'ai pris un énorme plaisir à échanger avec Patrice Lobignat, fondateur d'E4Brands, et Jean-François Granat, directeur du marketing et de la communication dans les secteurs industriels. J'espère que vous apprendrez énormément de choses sur la RSE, que vous la comprendrez mieux, et surtout que vous éviterez désormais de sombrer dans le greenwashing. Très bonne écoute et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont toujours aussi jeunes, toujours aussi beaux. Jean-François Granat à ma gauche est toujours aussi matinal, levé 1h du matin pour être à Paris à 9h30. À ma droite, j'ai Patrice Lobignat, il est toujours aussi émotionnel, rescue, si je puis dire, c'est l'homme de l'émotion du marketing. Messieurs, je vous dis bravo et je vous dis surtout merci d'être présents. Jean-François, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Patrice. Bonjour Jean-François, bonjour Laurent. Bonjour Patrice. Alors, messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important. La communication et la RSE. Alors, est-ce un vrai sujet ou est-ce que c'est un anti-sujet ? Vous avez 2 heures. Ça démarre fort. 2 heures, c'est déjà pas mal. Alors, trêve de plaisanterie, moi j'ai une conviction, la RSE ne doit absolument pas être rattachée à la communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous laisser évidemment vous exprimer sur ce sujet ô combien brûlant, mais avant tout, commençons déjà par définir la RSE. De quoi s'agit-il ? Allez, je commence par notre autre Patrice. Ta définition de la RSE, de quoi s'agit-il ? L'idée de la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Historiquement, ça veut dire quelle est sa place dans la société et à quoi elle contribue, j'imagine. En tout cas, quelle est son ambition de changer, de faire évoluer les choses, d'accompagner les choses aussi, enfin les gens et notre environnement de tous les jours, de notre culture, de notre société au sens large. Pour compléter ce que disait Patrice, je pense que c'est aussi un enjeu en interne, c'est essayer de donner du sens, enfin en interne et en externe, c'est donner du sens à ce que fait l'entreprise et que l'entreprise n'est pas qu'un sens économique, mais aussi un sens sociétal, voilà, avec des engagements environnementaux, des engagements sociaux. Et voilà, c'est donner du sens, faire comprendre aux gens à quoi sert l'entreprise en fait. J'ai aujourd'hui l'impression que RSE veut dire uniquement environnemental ou très grandement environnemental. Alors c'est vrai que les sujets environnementaux ont été les premiers sujets qui ont été traités sur le côté RSE par les entreprises et ça reste aujourd'hui une des grandes priorités de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le sujet de la RSE. Le social est arrivé plus récemment. Si la partie environnementale a d'abord été la principale préoccupation, c'est qu'il a d'abord fallu répondre à un certain nombre de critères légaux et répondre à des obligations légales sur l'environnement. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont commencé sur la RSE par le côté environnement. Moi, j'ai l'impression qu'on était sur l'idée de la responsabilité. La RSE, c'est la responsabilité. Et donc, on s'est dit, de quoi est-ce qu'on est responsable quand on est une entreprise ? Alors, on est responsable de l'impact qu'on a sur la nature, sur l'environnement, au sens large,
Et donc, disons, comment est-ce que nous, on maîtrise cet impact ou qu'est-ce qu'on fait pour que cet impact soit neutre, soit positif. Mais la responsabilité de l'entreprise, c'est pas uniquement l'environnement, évidemment. C'est une responsabilité globale, quoi. L'entreprise est un maillon de notre société. Donc, elle a pris la place du seigneur féodal, qui protégeait ses habitants, qui protégeait la région, qui protégeait les paysans, qui protégeait tout le monde. Et c'était sa responsabilité. Donc maintenant, à partir de la révolution industrielle, on a remplacé le seigneur par l'entreprise ou le chef d'entreprise. Après, je crois, sur la partie environnement aussi, beaucoup d'entreprises sont parties sur le côté environnement parce que c'était peut-être ce qui était le plus facile à mettre en œuvre et surtout, c'était le plus facile à mesurer. Et donc, dans la responsabilité, c'était facile de mettre en place des indicateurs sur combien est-ce qu'on consomme d'électricité, de gaz, combien est-ce qu'on rejette d'eau, etc., etc. Et souvent, la partie environnement a été confiée à des gens de qualité, et donc c'était très facile à mesurer et avoir des indicateurs qu'on puisse mettre dans des rapports annuels. Après, je pense que sur la responsabilité, il y a, avant qu'on parle de greenwashing, je pense que sur la responsabilité, il y a d'abord une responsabilité aussi qu'on oublie beaucoup dans la RSE, c'est la responsabilité économique. C'est-à-dire que la RSE, c'est la réunion de l'environnemental, du sociétal et de l'économique. Et donc, la performance économique de l'entreprise, elle est importante. La gouvernance, la performance économique, l'information qu'on donne à ses actionnaires et à ses employés est super importante. Et on a souvent tendance à l'oublier et à se focaliser sur le sociétal et l'environnemental et à oublier la partie économique de la RSE. Ouais, je crois que c'est très important ce que dit Jean-François, parce que la responsabilité économique, elle est vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Elle est devenue un peu trop centrée sur les actionnaires, et ça fait déjà un petit moment qu'on se dit les entreprises sont seulement orientées vers le profit des actionnaires. Alors, leur responsabilité, ce serait d'avoir une ambition équilibrée au sens de la répartition finalement de la valeur, et que cette répartition aille pour toutes les parties prenantes. On le voit dans les discussions qu'on a en ce moment avec la grande distribution, où on dit on a mis en place une contrainte sur la marge que doivent faire les distributeurs. Les fameux 10%. Les fameux 10%. Et puis, finalement, on a Michel Édouard qui nous dit oui, mais si on enlève ça, ce sera plus facile pour nous parce que on pourra proposer des prix plus abordables pour notre public, nos clients. Sauf qu'on a mis ça en place justement pour qu'il y ait une responsabilité du distributeur vis-à-vis des producteurs qui sont pas assez payés. Et donc, on voit bien que la responsabilité de l'entreprise, c'est une responsabilité aussi économique. Elle est évidente dans cette expression-là. Il y a plein d'exemples, mais on est en ce moment dans un discours un peu anticapitaliste. Depuis quelque temps, mais pour une raison simple, c'est que le discours du chef d'entreprise n'est plus responsable. C'est-à-dire sa responsabilité n'est qu'un engagement de profit vis-à-vis des actionnaires. Il y avait dans un rapport annuel, je crois que c'est de Lafarge, mais je n'en mettrai pas ma main à couper, mais un super diagramme que moi j'avais trouvé ça absolument étonnant, c'est on voyait l'analyse de tous les flux financiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils partaient du chiffre d'affaires et ils regardaient finalement cet argent qui rentre dans l'entreprise, où est-ce qu'il va. Donc il y a une partie qui va à l'achat de matières premières, il y a une partie qui va en salaire, il y a une partie qui va, etc., etc. Et à la fin, on voit que finalement ils distribuent beaucoup de dividendes à leurs actionnaires, mais que les gens qui touchent le plus, c'est souvent les salariés. Parce que les salaires représentent une somme mais hyper conséquente dans l'ensemble de ces flux. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de montrer justement que l'entreprise c'est des flux financiers, mais que on parle souvent de l'actionnariat et combien l'actionnaire touche à la fin, mais montrer que finalement ça faisait vivre des fournisseurs, ça faisait vivre des salariés, ça faisait vivre des actionnaires, et que tout le monde en fait profitait au final, et on voyait bien le rôle social ou sociétal plutôt que jouer l'entreprise avec tous ces flux financiers. Et je pense que ça pose la question de RSE ou transparence en fait. Parce que finalement, est-ce qu'on doit être transparent? Est-ce que la responsabilité c'est aussi de dire ce que l'on fait et comment on le fait? Est-ce que la RSE c'est ça en fait? Je pose la question, je ne l'affirme pas. Non, mais je pense que c'est une bonne question à poser, parce que il y a un moment dans la RSE, on affirme un certain nombre de valeurs ou de positions fortes ou d'engagements,
Et à un moment, il ne peut pas y avoir de décalage entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait dans la réalité. Sinon, on va droit vers du RSE washing ou du greenwashing. Et c'est là, Jean-François, si je puis me permettre de t'interrompre un instant, c'est là que les problèmes arrivent. En ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui affirment, beaucoup d'entreprises qui affirment des choses absolument formidables. Nous sommes très centrés sur l'humain, nous sommes très team building, et nous avons des respects du client, etc., blablabla. Et au final, vous postulez dans ces boîtes-là, très centrés sur l'humain, on ne vous répond pas. Vous attendez toujours une réponse. Et vous vous dites, mais cette entreprise, finalement, ces valeurs n'existent absolument pas, c'est juste du blabla de raison d'être dont on va parler aussi, mais c'est juste du bullshit, pardonnez-moi l'expression. Et on peut finalement se flinguer en 2 temps 3 mouvements. Mais après, alors, faut pas généraliser, c'est vrai dans certaines entreprises où, en fait, on a voulu, pour répondre un peu aux obligations, alors soit aux obligations légales, soit pour être dans l'air du temps, et développer à l'époque ce qu'on appelait mission, vision, valeur, et on a un peu collé des valeurs sur quelque chose qui correspond pas à la réalité de l'entreprise, et donc le décalage il est. Alors en plus on a souvent collé des valeurs qui sont un peu des mots un peu valises dans lesquels on peut un peu tout mettre, et on n'est pas du tout en phase après avec la réalité de l'entreprise, et c'est là où on a des problèmes. Et là, Patrice? Ah ouais, là on a mis innovation. On a mis engagement, et on a mis un Team troisième building. Team composant. building, ouais. Team building. Ah oui, on a mis. Et respect du client aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, c'est ça. C'est important. Respect du client. Ouais. Ou respect tout court, parce que c'est l'environnement, le client, c'est un peu fourre-tout. Ouais, mais en fait tout le monde dit la même chose, et ça revient à qui s'occupe de la RSE dans l'entreprise en fait. Ça revient à cette question parce que on est sur l'idée de parler à des communicants. Mais est-ce que c'est la communication qui doit porter cette responsabilité finalement? Est-ce que c'est un sujet de communication, la RSE? Alors Patrice, tu poses une très très bonne question. Je considère moi que la communication ne doit pas être uniquement porteuse de la RSE. En somme, être directeur de la communication et de la RSE est pour moi une espèce d'hérésie. Inversement, je considère que la RSE, c'est un peu comme l'écologie. Ça n'est pas uniquement un parti, donc un service dans une entreprise. Tout le monde doit en faire. Ça doit infuser absolument partout. Alors, il y a une étude de chez Scission, que l'on salue, on salue Cindy. Cindy disait dans son étude Scission, 65% des cellules RSE sont rattachées à la direction générale. Alors déjà, je suis assez surpris que ce soit rattaché à la DG, ce que je trouve plutôt pas mal. On est d'accord, Jean-François? On est tout à fait d'accord. Moi, je pense que la RSE doit être attachée à la direction générale parce qu'elle a un impact énorme sur la stratégie globale, sur ce qu'on a envie, ce que l'entreprise a envie de faire et ce que l'entreprise fait. Et la rattacher à la com, c'est dire, finalement, on fait des choses, mais que pour la com. La rattacher au RH, c'est oublier toute une partie environnement et rôle social de l'entreprise au sens large. Et donc, pour moi, ça ne peut être rattaché que à la direction générale. Après, la composition d'une cellule RSE, elle doit forcément englober des gens qui vont s'intéresser à la partie RH, des gens qui vont s'intéresser à la partie com. Et la com sur la RSE, elle est aussi importante. Patrice, qu'en penses-tu? Moi, je pense que communiquer, c'est exprimer ce que l'on fait. Donc, il y a un rôle pour la communication. Néanmoins, la vision de la RSE, elle est au niveau de la direction générale. Je rejoins complètement Jean-François là-dessus. C'est la responsabilité de l'entreprise. C'est pas la responsabilité de la communication. Mais alors, justement, on s'aperçoit que la com et la RSE sont de plus en plus détachées et que la RSE est en train de faire une petite plaque tectonique, si je puis dire, du côté des ressources humaines. Alors, tu le disais à l'instant même, Jean-François, la RSE, c'est plein de choses, dont le social. Personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal que ça aille vers la DRH, pour faire court, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Peut mieux faire, si je puis dire. Oui, moi je voudrais dire, avant de laisser la parole à Jean-François, je voudrais dire, finalement, comme tout à l'heure on a dit, on s'est emparé du sujet RSE dans l'entreprise parce qu'il y a eu des lois, parce qu'il y a eu des réglementations, parce qu'il y a eu aussi des notations, et ça a touché évidemment le côté environnement, le côté green de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un mouvement de bascule vers la RH parce que l'entreprise a du mal à recruter? Est-ce que finalement il faut séduire, il faut donner du sens aux salariés déjà, il faut qu'ils viennent parce qu'il y a d'autres raisons que simplement exécuter un job et toucher un salaire. Et on sent bien qu'il y a une vraie préoccupation sur ce sujet dans les entreprises. Et moi ma question elle est, est-ce que finalement la RSE revient pas vers les RH parce qu'il faut bien avoir quelque chose à dire en interne pour rassurer, pour séduire les futurs candidats?
Après, pour moi, la RSE, elle doit toucher tout le monde. Donc, il y a des sujets qui sont plus des sujets RH, il y a des sujets qui sont plus des sujets communication, des sujets qui sont plus environnementaux, des sujets qui sont plus qualité, voire des sujets sécurité. Et je crois que tout le monde doit être impliqué à différents niveaux. Donc, c'est pour ça que voilà, la RSE doit forcément dépendre de la direction générale, puisqu'elle englobe tout le monde, elle englobe tout. Après, chacun a son petit rôle à jouer là-dedans, et chacun a son petit élément de communication à apporter. Ça va être de la com interne, ça va être de la com externe, ça va être de la marque employeur, ça va être de la marque au sens large, et puis ça va être du commercial aussi, parce que tout ça, on le fait aussi dans un but, c'est de développer du business. Donc tout ça, il faut que ça fasse sens. Ouais, alors, j'ai envie de te poser la question, Jean-François. Est-ce que quand on parle de qualité de vie au travail, la fameuse QVT, est-ce que c'est de la RSE? Ou est-ce que c'est simplement ce qui se passe dans l'entreprise? Alors moi, je vais répondre à la place de Jean-François. Je considère que la QVT fait partie de la RSE. Ouais, moi je pense que la QVT, ça fait partie de la QSE. C'est un sujet pris en charge par les RH, et porté par les RH, mais ça doit, je pense, faire partie de la RSE. Alors c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans la marque employeur aujourd'hui. C'est des choses qui sont mises en avant, peut-être comme tu le disais, pour des problèmes de recrutement. Mais pour moi, c'est de la RSE au sens large. Donc vous êtes pour les baby-foot et le ping-pong à la pause, quoi. C'est ça? Non, mais résumer la QVT au baby-foot, c'est un peu comme faire du RSE washing ou du greenwashing, quoi. Ça se limite pas à ça. Et il y a plein de choses qu'on peut faire en travaillant sur la QVT. Je ne suis pas dit que c'est toujours bien fait dans toutes les entreprises. Mais voilà, il faut que les entreprises travaillent sur ce sujet RSE, se l'approprient le sujet QVT aussi, et autrement que en disant nous on fait des belles choses, mais sans que derrière qu'il y ait d'action réelle. Et la QVT, ça va aussi au-delà du baby-foot, je pense. Mais pour moi, c'est ça notre sujet. C'est dès l'instant que la communication s'empare de ce sujet RSE, malheureusement, ça se transforme en... Tu sais, chez nous, on a un baby-foot, et puis on est des gens vachement sympas, et on a mis des beaux canapés. Et c'était transformé avant, hein, tu sais, chez nous, on plante des arbres. C'est-à-dire qu'on dit à nos clients, achète nos produits, on plante des arbres. Et c'est là on tombe dans le washing dont tout le monde parle. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on se pose la question en tant que communicant. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de réduire une responsabilité d'entreprise? C'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, c'est important, quoi. C'est à des petits trucs qui sont finalement des mots valises ou des mots clés de la com, parce que c'est facile de mettre un baby-foot, parce que c'est facile de planter un arbre. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je crois que toute démarche RSE, elle doit déjà commencer par une étude des attentes des parties prenantes. Et l'objectif, c'est de répondre aux attentes des parties prenantes. Donc, c'est pas la peine de planter des petits arbres si c'est pas une attente de tes parties prenantes, et c'est pas la peine de mettre un baby-foot si c'est pas du tout l'attente de tes salariés. Il y a peut-être probablement d'autres choses à faire. Et en général, une bonne démarche RSE, bien pilotée, elle commence par une étude des attentes des parties prenantes et voir comment l'entreprise peut y répondre. Ouais, mon sujet sur la com, c'est est-ce que la com doit uniquement parler de trucs sympas, quoi, tu vois? Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est la responsabilité. C'est au-delà du truc sympa. Enfin, c'est au-delà du coup de peinture sur les murs. C'est autre chose, quoi. La responsabilité, ça va pour moi beaucoup plus loin que ça, et c'est plus profond. Et peut-être que c'est pas forcément des sujets aussi sympas que ça à communiquer. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a des sujets qui sont pas forcément sympas, et notamment sur la partie com RSE, je pense qu'il faut dire ce qu'on fait, mais il faut aussi assumer et dire ce qu'on fait pas. C'est ce qu'on voit, ce qui manque souvent dans certains rapports RSE, c'est de dire tel sujet, par exemple, c'est un sujet qu'on ne traite pas. Alors, c'est peut-être super important, mais nous, on ne le traite pas parce que, c'est pas une attente de nos parties prenantes, et parce que, 2, on a d'autres priorités et qu'on n'a pas le temps à dépenser là-dessus. Moi, dans une entreprise où j'ai travaillé, on a développé pas mal d'actions autour de l'insertion des personnes handicapées et des sujets autour de l'égalité homme-femme et le travail des femmes dans des métiers hyper techniques. C'est des sujets qu'on travaillait, mais à côté de ça, il y avait d'autres sujets qu'on ne travaillait pas du tout parce que on n'avait pas les ressources, c'était pas une priorité et on n'avait pas le temps. Mais par contre, dans notre rapport annuel, on le disait, voilà, on est bien conscient que ce sujet-là, il est important dans la société au sens large, mais que aujourd'hui, on n'a pas les ressources, nous, pour le travailler, et on l'assume. Dans un des rapports annuels d'une grosse boîte que je ne citerai pas, sur la partie corruption, etc., il y avait un petit paragraphe en disant que l'entreprise est contre tout ce qui est corruption, pot de vin, etc.
mais que dans certains pays, ils étaient obligés de se plier aux pratiques locales. Et c'est, je pense, aussi important de dire ce qu'on fait et aussi ce qu'on fait pas, ou ce sur quoi on est d'accord et pas d'accord. Et la communication, c'est pas toujours embellir et la marier, c'est simplement dans le domaine de la RSE, je pense, dire ce qu'on fait. Mais c'est justement ça, être responsable. Ça ne peut pas être que de l'anecdotique avec le baby-foot, les machines, on s'amuse, regardez, on a un CHO, un Chief Happiness Officer, qui va organiser des kick-offs, pour employer des mots un peu valises et un peu stupides. C'est justement savoir dire, non, il y a pas tous les sujets ne nous intéressent pas. On est face à des problématiques de corruption. Je vois très bien à quelle entreprise tu fais allusion. Jean-François, c'est vraiment un fleuron et c'est une super belle boîte. Et c'est justement ça, être responsable. Et la communication doit aussi savoir communiquer, alors pas nécessairement sur le baby, mais aussi sur des choses qui sont quand même beaucoup plus complexes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure autour des valeurs. On voudrait tous avoir les valeurs les plus sexy ou les plus communes, ou je sais pas, enfin en tout cas les plus faciles à communiquer. Et je vois pas l'intérêt, en fait. On a des valeurs qu'on a, quoi. Et on peut pas avoir toutes les valeurs, et je vois pas où est le problème. Et de la même façon que sur la RSE, on peut pas être sur tous les sujets, on peut pas être engagé sur tous les combats. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Tout le monde voudrait aujourd'hui être sur la mixité, sur le respect de l'environnement, sur des sujets qui sont faciles à communiquer. Enfin, ça dépend. Ça dépend pour qui. Et puis, à côté, si tu avais un sujet un peu plus pointu de responsabilité, là, tu le dirais pas parce que, non, c'est pas assez sexy, il y a pas assez de gens qui en parlent. C'est là où on touche le fond de notre question d'aujourd'hui, de notre débat. C'est est-ce qu'on doit parler que des choses qui sont finalement mainstream, qui sont finalement adoptées par tout le monde, comme l'idée des arbres ou comme l'idée du baby-foot. C'est revenu parce que, puisque tout le monde le fait, tiens, pourquoi pas nous, quoi. Et la RSE, c'est pas du tout ça pour moi. C'est le choix de facilité, Jean-François, quelque part, ce que dit Patrice. Ouais, c'est un choix de facilité, puis je pense que c'est aussi un choix qui est poussé par le fait qu'il n'y a pas une réflexion poussée sur qu'est-ce que c'est que la RSE chez nous, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont nos valeurs, voire notre raison d'être, mais voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quel sens on a envie de donner à l'entreprise. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, après on peut communiquer sur des tas de choses, mais si ça fait pas de sens, si ça fait pas écho avec ce qu'est l'entreprise, ça sert à rien, quoi. Les valeurs, c'est le reflet de ce que doit être l'entreprise. Donc coller des mots valises sur des valeurs d'entreprise, ça sert à rien, c'est inutile et c'est même dangereux parce qu'à un moment, ces entreprises-là vont se reprendre ça, prendre un coup de bâton parce que ce décalage, il va être trop évident. On le voit par exemple avec le conflit en Ukraine en ce moment, où le nombre d'entreprises qui s'annoncent super engagées, super responsables et tout, quand on leur dit il faut retirer vos billes d'Ukraine, là elles sont moins engagées, moins responsables, enfin en tout cas c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. De Russie, pas d'Ukraine. Oui, de Russie, pardon. Patrice, tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire qu'on est parti peut-être un peu trop loin dans ce délire de raison d'être et de valeur. Donc, on disait tout à l'heure sur les valeurs, mais sur la raison d'être aussi, même si pourquoi on fait les choses, c'est important. Enfin, c'est une vraie question. Simplement, il me semble que dans l'histoire de l'entreprise, on a oublié que l'entreprise, c'est entreprendre ensemble, en fait. Donc, finalement, notre raison d'être, elle est là. Au départ. Entreprendre pourquoi, sur quel sujet, évidemment ça peut poser question et on peut s'interroger et on peut essayer d'expliquer à nos collaborateurs, à nos clients pourquoi on fait les choses. Mais moi qui ai eu la chance de travailler pour certaines marques qui sont là depuis 40 ans ou des fois plus, je pense pas qu'elle se soit posée cette question au départ. En fait, c'était une évidence. En fait, on s'est réunis autour d'un projet. On parlait tout à l'heure entre nous de Patagonia. La raison d'être, elle est dans l'histoire même des hommes et des femmes qui ont créé cette entreprise. C'était pour être ensemble et réaliser quelque chose ensemble. À l'époque, c'était des alpinistes. Et donc, ils ont inventé tout un tas de choses, de produits qui leur convenaient à eux déjà, pour commencer. Et ils se sont mis à entreprendre ensemble en imaginant que ça pourrait intéresser d'autres gens. Finalement, c'est ça une entreprise. Donc aujourd'hui, les entreprises qui font des choses depuis déjà un siècle ou depuis déjà 30 ans se demandent mais pourquoi on le fait ? Ça paraît une question un peu bizarre. Je comprends la réflexion quand on est dans l'initiation du projet, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à pourquoi on ferait quelque chose.
On voit bien d'ailleurs que dans les startups, cette réflexion n'est pas toujours là. Loin de là, on le fait surtout pour la raison, on va dire, économique. Alors que l'ensemble des gens ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais il y a des entreprises qui savent exactement pourquoi elles font ce qu'elles font depuis le début, en fait. Mais justement, je pense que tout ça, là, c'est dû à la loi Pacte. C'est très bien sur le papier. Je suis, en tant que dirigeant d'entreprise, assez surpris que quelqu'un à Bercy doive me dire ce que je dois écrire dans mes statuts d'entreprise, ce que je fais. Ouais, écoutez, Maverick, c'est une agence de communication et on n'a pas besoin d'en faire une pendule, si je puis dire. Et ce que tu dis là sur des entreprises centenaires ou qui ont des dizaines d'années, savent très bien pour quelles raisons elles sont là. Et je trouve qu'on est en train de sombrer dans une espèce de frénésie et allez, je vais employer le terme de stupidité à essayer d'écrire une raison d'être. Alors que, grosso modo, si tu as un cabinet d'audit, tu es là pour faire des comptes qui soient nickel pour tes entreprises et faire en sorte, entreprises clientes, faire en sorte que tes collaboratrices et collaborateurs se sentent le mieux au boulot et basta. Je trouve qu'on sombre dans quelque chose de vouloir dire quelque chose pour vouloir dire quelque chose, alors que quelque part, on essaie de réinventer la roue un peu bêtement. Jean-François, je te vois opiner du chef. Non, je crois qu'il y a en effet des entreprises sur lesquelles la raison d'être, elle est implicite. On parlait de Patagonia, ou des entreprises qui sont implantées sur le même secteur depuis longtemps, et je pense que ça, c'est en effet implicite. Après, je crois qu'aussi, une des raisons et de l'origine de la loi Pacte, qui c'était au départ, c'était Jean-Dominique Sénard, patron de Michelin, et Nicole Notat, patronne de Vigéo, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et l'idée, c'était de montrer aussi que l'entreprise, elle n'a pas qu'un rôle purement économique de profit pour ses actionnaires, mais montrer que l'entreprise, elle a bien un rôle sociétal au sens large, et que ça devait à un moment s'inscrire quelque part dans l'entreprise, et qu'on devait le montrer, et donc du coup aussi communiquer dessus, et pas rester à un rôle purement économique de l'entreprise. Et pour certaines entreprises, grosses entreprises, je pense que c'est pas aussi évident que ça de sortir de ce modèle purement économique, je crée de la valeur pour mes actionnaires, mais de montrer et d'aller vers un rôle social, ou en tout cas réfléchir à un rôle social de l'entreprise. C'est pas tout le temps évident, c'est pas encore évident. Il y a plein d'entreprises qui ne se sont pas lancées là-dedans. Il y en a plein qui ont avancé et travaillé correctement, je pense, sur la raison d'être. Mais il y a un vrai travail à faire, je pense encore, et à avancer sur ce côté raison d'être pour montrer le côté social et sociétal de l'entreprise. Oui, je crois qu'il y a une nécessité de bien comprendre ce qu'est la raison d'être, quelles sont les missions de l'entreprise, ou la mission de l'entreprise. Et Michelin, par exemple, a fait un gros travail pour définir sa mission à un moment. Mais c'est parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble dans le même sens, avec le même sens, en fait. Et la RSE, ça s'inscrit là. Enfin, pour moi, c'est finalement, si tu sais bien quelles sont les missions de l'entreprise, quelle est sa raison d'être, naturelle ou que tu peux avoir reconstruit plus tard, tu dois comprendre quelle est ta responsabilité sociétale, et on l'a dit évidemment au niveau à la fois environnement, social et économique. Donc il y a un alignement qui va se créer entre raison d'être, mission et responsabilité sociétale. Et c'est là sans doute qu'on doit construire cette RSE. Donc elle vient de l'idée qu'une entreprise, encore une fois, c'est un lieu où on est ensemble dans une mission collective, avec un impact qu'on espère avoir sur l'extérieur, c'est-à-dire nos clients, c'est-à-dire nos partenaires, les différentes parties prenantes avec lesquelles l'entreprise interagit. Donc il y a une volonté d'expliquer la raison d'être qui devient un petit peu, effectivement, comme tu disais, Laurent, un peu surréaliste. On tombe un peu dans la folie de toujours trouver quelque chose à dire. C'est un peu la même chose avec la RSE. Mais parce qu'on a un problème pour réunir les gens dans l'entreprise aujourd'hui. Donc il faut trouver du sens quand même. Malgré tout, il faut trouver une responsabilité commune qu'on partage. Oui, d'autant plus qu'on sait que les jeunes générations sont de plus en plus intéressées par cette quête de sens. Travailler dans la même entreprise comme le faisait grand-papa pendant des années, justement uniquement pour du profit de certains capitalistes ou de certains actionnaires, ça les motive plus, et ils sont à la recherche de plus de sens, de donner aussi une signification à ce qu'ils font dans l'entreprise. Donc tout ça se met en place, c'est cohérent, et il faut qu'on avance là-dedans. Ben justement, c'est ça qui est très intéressant. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discute avec 2 jeunes femmes qui ont 25 et 32 ans, qui me parlent de leur métier de communicante, et elles disent globalement il y a beaucoup d'appelés mais fort peu d'élus.
Je ne vous apprends rien, messieurs, on est bien d'accord. Donc finalement, à nos âges ou au leur, c'est toujours aussi difficile. Et elle disait qu'elle choisissait idéalement l'entreprise avec laquelle elles allaient travailler en fonction de leurs valeurs. Alors, c'était un peu compliqué de définir les valeurs avec ces deux jeunes femmes. Il y avait beaucoup de bienveillance, de la sympathie, de la transparence. On en parlait à l'instant même. Et ça, je peux parfaitement le comprendre parce que, au final, à nos âges, enfin, si on avait encore leur âge, on pensait il y a 20 ans exactement la même chose. On n'était pas très loin, sauf qu'on ne l'exprimait pas au travers des réseaux sociaux et personne n'avait cette caisse de résonance. Mais finalement, est-ce que toutes ces histoires de RSE, et vous m'avez convaincu sur la raison d'être, donc je tiens à vous féliciter parce que ce que tu m'as dit, Patrice, on est ensemble dans une entreprise, je ne l'avais absolument pas vu ainsi, donc félicitations et merci encore. Je me coucherai beaucoup moins bête grâce à toi et c'est à ça que servent les hors-séries du décodeur de la communication, faire avancer le schmilblick si je puis dire. Mais est-ce que finalement la RSE n'est pas une histoire, en premier lieu, d'êtres humains qui travaillent ensemble dans la même entreprise? Parce que certains secteurs ont du mal à recruter. Il faut donc aller chercher les candidats, tous les candidats. Il vaut mieux afficher des valeurs tant que faire se peut qu'elles soient vraies. Et si en plus on s'occupe de l'environnement et du sociétal, qu'on travaille avec des parties prenantes sympathiques type des associations, là on est un petit peu hyper désirable. Alors, est-ce que ça, au final, n'est pas tout à fait conjoncturel ou uniquement conjoncturel? Parce que dans 5 ans, ça se trouve, le marché de l'emploi se retourne et les entreprises redeviennent un petit peu ces pères fouettards en ne répondant pas, etc., etc. J'ai l'impression que RSE, pour moi, c'est très, très, très humain. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour moi, le travailler ensemble, c'est redonner une dimension horizontale à l'entreprise qui, comme on le sait, a un modèle de verticalité assez forte depuis l'origine de la révolution industrielle, et même avant, si on remonte avant. Et donc la RSE, ça doit être quelque chose d'horizontal. On est tous responsables. C'est pas un diktat de la direction générale, même si on a dit que c'était là que le sujet devait être placé. Néanmoins, ça veut dire qu'on est tous responsables, tous dans l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important, non pas de communiquer forcément à outrance à l'extérieur, et inversement de ne pas en faire qu'un sujet interne, mais c'est important d'expliquer que c'est tout le monde en fait. On est responsable, nous et nos parties prenantes, et la responsabilité est dictée par l'entreprise, mais partagée dans l'horizontalité. Et à mon avis, cette notion-là, elle replace la RSE au bon endroit. C'est pas un outil de com, c'est pas une réponse à une réglementation, c'est pas inscrit dans la loi Pacte, c'est quelque chose qu'on va partager ensemble et qui fait qu'on aura envie de travailler ensemble dans la même entreprise. Et c'est là que tu trouves la puissance de l'idée, puisque ça va réunir naturellement la raison d'être, les valeurs, etc., etc. Et on parlait de qualité de vie au travail, ça en fait partie bien naturellement. Donc, ce vivre ensemble, pour dire un truc un peu tendance, il est à voir ou à comprendre sur cette notion d'horizontalité. Et que tu aies 25 ans, que tu aies 2 ans d'ancienneté ou que tu en aies 40, et que quel que soit ton âge et ta fonction et ton niveau finalement dans l'entreprise, tu dois partager la responsabilité. Et c'est responsabilité dans l'action, c'est pas responsabilité dans la communication. Oui, il ne peut pas oublier que dans les parties prenantes, il y en a une qui est importante, qui est le client. Et donc, ça se partage aussi avec son client. Parce que le client, c'est une partie prenante clé et qu'il fait aussi partie de la démarche RSE. C'est de quoi est-ce qu'il a besoin, quelles sont ses attentes et comment l'entreprise peut répondre à ses besoins. Et donc, la RSE, en ça, c'est une vraie démarche business. Ce n'est pas une démarche juste pour faire joli sur un rapport annuel ou sur une plaquette de com, mais c'est une vraie démarche business qui doit servir le business et servir les clients. Oui, et pour répondre à ce que tu dis là, c'est évident que ça part des attentes en fait. Il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'on a dans une entreprise des gens qui partagent pas seulement des valeurs dont tu parlais, Laurent, tout à l'heure avec tes 2 jeunes femmes dans la com, mais qui ont des attentes communes. Et nos clients, Jean-François le rappelle avec justesse, nos clients ont aussi des attentes. Et c'est ça notre responsabilité, c'est l'entreprise est là pour aussi répondre à ces attentes, ou en tout cas les satisfaire. Et donc, on voit bien que la responsabilité, c'est à la fois vers l'interne, puisque nos salariés ont des attentes,
mais vers l'externe, puisque nos clients, nos partenaires ont des attentes. Et je pense que si derrière tu as bien défini les attentes de tes clients, si tu fais les bonnes réponses avec une politique RSE sérieuse et que tu communiques bien derrière, mais la communication elle découle d'elle-même, quoi. Ça devient hyper fluide et t'es pas en train de faire du greenwashing ou essayer de dire tiens, comment je peux essayer de tourner ma phrase pour que ça passe bien et que voilà, la mariée soit plus belle. Ben non, si tu réponds bien aux besoins de ton client, la communication RSE elle découle d'elle-même. Et tu ne peux pas répondre à toutes les attentes de tout le monde. On revient sur ça. On peut pas tout faire, quoi. On peut pas être responsable de tout non plus, quoi. Ou alors on est Dieu, et c'est plus une entreprise. Mais si on n'est pas Dieu, on est responsable de certains sujets, ou on s'engage sur certains sujets à devenir ou à être responsable. Et puis les autres, on peut pas tous les traiter, quoi. Personne va nous le reprocher, en fait, hein. Oui, après, la tendance qu'on voit beaucoup, c'est de dire, il faut faire plein de petits gestes pour l'environnement, plein de petits gestes pour, voilà. Les petits gestes, ils sont bien, ils sont importants, c'est bien de les faire parce que ça permet d'éveiller les consciences et d'élever un petit peu parfois le débat. Mais à un moment, il va falloir que les entreprises passent aussi à des grands gestes, à faire des grandes actions. Et comme le disait Patrice, on peut pas tout faire si on veut faire des choses importantes qui nous permettent de sortir de certains problèmes environnementaux, voire sociaux. L'entreprise elle a son rôle à jouer. Alors des fois par des petits gestes, des fois par des grands gestes, mais voilà, tout ça, ça reste à mettre en place et communiquer dessus aussi. Alors on parle de l'entreprise, de la direction générale, de vivre ensemble dans l'entreprise et aussi avec ses clients. Tu as tout à fait raison, la première des parties prenantes, ce sont évidemment les clients pour une entreprise. Mais si on revenait à la communication, parce que au final, il vaut mieux y aller quelque part avec un peu de parcimonie, éviter de faire du greenwashing, le baby-foot. Regardez, on a planté des arbres, mais je pose une question qui est peut-être un petit peu poil à gratter, mais concrètement, que peut faire la communication dans la RSE ? Quelles actions peuvent être mises en place sans pour autant sombrer dans le greenwashing ou l'anecdotique avec le fameux baby-foot dont on parlait il y a quelques minutes ? Je crois que la communication RSE, déjà, c'est de raconter ce qu'on fait. Donc, c'est déjà la première chose. Alors, on a dit tout à l'heure, raconter ce qu'on fait, raconter ce qu'on fait pas et pourquoi on le fait pas. Et déjà, si on fait ça, on est déjà pas mal. C'est pas la peine de chercher des formules très alambiquées pour faire ça, mais raconter ce qu'on fait tout simplement de la façon la plus simple possible. Utiliser peut-être des témoignages pour renforcer peut-être le message et montrer que c'est pas un truc qui est fait tout seul par un mec dans la direction dans son bureau, mais que c'est bien des choses qui s'appliquent sur le terrain et qui sont faites avec les clients, avec les salariés, avec les fournisseurs, etc. Moi, j'ai l'impression que la communication a un rôle pour effectivement souligner ce qui est fait, mais raconter, mais aussi ne plus parler seulement de l'entreprise, mais des personnes, des gens qui font des choses qui correspondent à la responsabilité de l'entreprise. Donc, c'est soutenir des actions, c'est produire des contenus qui mettent en valeur ceux qui font les choses, ceux qui sont dans l'action, en fait. Du sociétal, tu veux dire ? Pas seulement, mais on prenait l'exemple de celui qui court le long de la Tamise. Pour Patagonia, et on voit bien que c'est un sujet quand même très éloigné finalement de ce que fait l'entreprise et de ce que fait la marque, mais ça correspond exactement à la philosophie, à la vision du monde, aux engagements de la marque, et donc on va soutenir, on va encourager, on va valoriser à travers une action de communication, puisque c'est un film, hein, et donc c'est de la communication. Et sans autre but que de montrer à quel point certaines personnes correspondent à ce qu'on est, à notre vision, à notre raison d'être, si on doit parler de raison d'être, et à nos engagements responsables, si on doit parler de RSE. Donc je pense qu'il faut aussi déplacer un petit peu la vision de la com pour dire c'est pas simplement de l'entreprise dont il faut parler, mais plutôt des gens qui sont à la fois acteurs dans l'entreprise et acteurs en dehors de l'entreprise. Donc c'est déplacer le héros. Le héros n'est pas l'entreprise. Le héros est plutôt l'humain qui fait des choses. Ouais, je crois que la com RSE, elle est beaucoup plus subtile que, j'allais dire, la com produit ou la com publicitaire. On fait pas de la com RSE avec un grand logo dans le dos, comme on le disait tout à l'heure, façon Red Bull. Voilà, c'est pas du tout ça, la com RSE. Je crois qu'il faut qu'on sorte aussi
de deux stéréotypes, je pense, c'est sortir de la com RSE avec qui fait peur. Hein, la com environnementale où on dit aux gens on va tous mourir, voilà, ça il faut qu'on en sorte parce que la peur elle inhibe, elle empêche les gens de bouger et on doit pas être là-dedans, y compris dans l'entreprise. Et puis il faut qu'on sorte aussi des images qui sont trop lointaines. Le petit ours blanc sur la banquise, c'est gentil. On l'a vu dans plein d'entreprises, mais c'est loin la banquise, quoi. Et il y a des choses qui sont faisables à côté de chez nous et montrer simplement que l'entreprise, elle aide telle association qui se trouve à quelques kilomètres du siège, qu'elle va aller peut-être planter des arbres dans la forêt à côté, ou mettre un baby-foot, pourquoi pas, si c'est bien de mettre un baby-foot, mais voilà, montrer que les actions, elles sont aussi concrètes sur le terrain et proches des gens, et pas à l'autre bout, dans la forêt amazonienne ou sur la banquise. Moi, j'ai envie de dire, c'est une communication qui vend pas du rêve. C'est une communication qui nous reconnecte à la proximité, aux gens qui sont autour de nous. Parce que la responsabilité, elle est là, elle est pas... Effectivement, on aimerait bien sauver les ours blancs et tout ça, c'est sympa, j'aime bien, moi. Mais ils sont loin, comme dit Jean-François, et en fait, on va pas le faire, finalement. On va pas le faire. On peut pas le faire, donc on ne va pas le faire. Donc on n'est pas responsable. Parce que moi, je retiens que ce mot-là, finalement. Alors que participer à une action qui se passe là, à côté, ou avec deux gens que je connais, qui habitent à 30 mètres de chez moi, ça, c'est possible. Donc là, je peux être responsable. Et c'est là où la RSE doit évoluer vers cette reconnexion des gens avec la réalité, leur réalité proche de chez eux, quoi, comme on dit. Et pour ça, je pense que pendant longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, la RSE a été pilotée par des gens de qualité ou par des gens d'environnement avec des chiffres, des tableaux, etc. Et qui, du coup, sont difficilement compréhensibles pour les gens, quoi. Et je crois que la RSE, elle doit communiquer sur des valeurs, donner du sens. Alors les chiffres, ils sont là pour apporter une preuve, mais on communique pas que sur les chiffres, quoi. Ouais, je pense qu'on s'est trompé aussi là-dessus sur la com. On a vu la RSE comme une performance de l'entreprise. Donc avec des indicateurs, avec combien on a planté d'arbres, avec tu vois, enfin je veux dire on en a fait quelque chose de tableau de bord en fait, hein, de quelque chose de performant, et on s'est dit est-ce qu'on est bon sur la RSE ? Est-ce qu'on est bon sur la RSE ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, en fait, l'idée pour moi c'est plutôt de se détendre un peu et de se dire racontons ce qu'on fait, racontons qui fait quoi chez nous, valorisons des gens qui sont pas forcément chez nous mais on aimerait bien qu'ils soient là, ou en tout cas on les soutient, avec un peu plus de modestie, tu vois, avec l'idée qu'on est qu'une petite partie d'un ensemble, et que nos actions ont une importance bien sûr, mais il faut quand même se détendre. C'est pas ça la performance, quoi. C'est juste une obligation, la RSE, c'est une responsabilité. On peut même parler de choses qui n'ont pas fonctionné, de certains échecs, et dire voilà, on a essayé de faire ça, on a mis les moyens, on a travaillé comme ci, on a travaillé comme ça, et au final ça n'a pas marché, mais au moins on a fait des choses. Alors d'accord les gars, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là vous êtes en train de me décrire l'institution, l'organisation ou l'entreprise idéale, c'est-à-dire avec une conscience de marque très très forte, capable de dire on n'est pas uniquement nous l'entreprise ou l'organisation, le fameux héros. Remettons l'église au milieu du village, nous ne faisons partie que d'une multitude de choses, nous sommes un petit maillage ou un petit rouage. Ou Jean-François, tu dis à l'instant même, et si on parlait des choses qui ont pas forcément marché, vous vous rendez compte que là, on tombe sur... Enfin, là, vous êtes en train de me décrire une marque qui n'existe quasiment pas. Inventons-la. Alors, non. Alors, inventons-la, je suis bien d'accord. Et Jean-François, tu me disais non. Non, je crois qu'il y a des entreprises qui arrivent à mettre en place des actions ou des stratégies RSE qui sont... On parlait de Patagonia tout à l'heure. Ce qu'ils font est assez remarquable entre ce qu'ils ont pu faire dans le domaine de l'environnement, sur le développement. Alors, on parle de leur raison d'être, ils viennent de l'alpinisme, ils ont développé des systèmes qui permettent de grimper, qu'on peut récupérer après sans abîmer la montagne, et puis sans laisser aussi des choses traîner dans la montagne. Et ils ont aussi inventé des choses sur l'environnement. Ils ont été inventeurs de la polaire, ils ont plein d'actions sociales pour leurs salariés. Ils ont été les premiers aux US à mettre en place des crèches d'entreprise, des actions où
pouvaient faire, les salariés pouvaient partir soutenir des associations tout en étant payés. Enfin, voilà. Et voilà, je dis pas que c'est l'entreprise idéale, mais c'est une entreprise déjà qui fait pas mal de choses. Et il y a plein d'autres entreprises qui sont un peu sur ce modèle-là. Après, il y a des entreprises qui ont essayé. On parle des choses qui ont essayé, des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Des entreprises qui ont essayé de, on va se dire, faire de l'entreprise libérée où les gens travaillaient de chez eux, revenaient, etc. Il y a des entreprises qui sont revenues là-dessus. On dit, on a essayé, ça n'a pas marché, tant pis. Oui, puis c'est aussi une entreprise qui accepte de dire non, on ne fera pas ça. Voilà. Pour moi, c'est important aussi. Je veux dire que la responsabilité, c'est aussi de dire non. C'est pas simplement de dire ce qu'on fait. Alors, je reprends l'exemple de Patagonia. Sur certains de leurs vêtements, ils disent clairement, on aurait aimé faire ça. Il y a un exemple fabuleux que je trouve, c'est sur leur sac à dos, où ils disent, voilà, on utilise d'habitude des matériaux recyclables ou recyclés, etc. Sur notre sac à dos, on utilise tel type de matériaux. On a essayé plein d'autres trucs. Mais il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tient dans le temps, il n'y a rien qui soit suffisamment solide. Donc on utilise ça, on sait que c'est pas recyclable, c'est pas recyclé, et on l'assume complètement, quoi. Et ils disent aux gens, si vous voulez avoir un truc recyclable, achetez pas celui-ci. C'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ils le disent, ils l'assument, et ils disent, voilà, si vous achetez ce sac à dos, vous êtes au courant de ce qu'il en est. C'est là que tu retombes sur la transparence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tu es capable de dire, oui, sur ça, on a essayé des choses et puis finalement, le meilleur choix qu'on ait trouvé, c'est quand même celui-là. Donc si tu l'expliques, ton client le comprend pas, l'accepte pas, mais au moins il le fait en conscience, enfin il le fait en responsabilité, j'ai envie de dire. Alors que jusque-là, les marques te disaient pas ce qu'elles faisaient. Donc on parle de marque idéale. Mais en fait, ça devrait être ça le modèle. Ça devrait être capable d'assumer et de dire, voilà comment on fait les choses, voilà pourquoi on les fait et comment on les fait de façon responsable. Et on est bien conscient que sur certaines choses, on pourrait faire différemment. En tout cas, nous, on ne sait pas le faire. Donc, si ça vous convient pas, n'achetez pas nos produits. La communication de Patagonia sur le Black Friday, c'est n'achetez pas ce vêtement. Et ils expliquent que si vous devez acheter un vêtement, achetez-le parce que vous en avez besoin, pas parce qu'il est à moins 30% de réduction. Et que si vous achetez un vêtement Patagonia, c'est vous l'achetez parce que vous en avez besoin. Et qu'en plus, peut-être que vous en avez déjà un qui fait exactement ce qu'il faut, qui est peut-être un peu abîmé. À ce moment-là, vous nous le renvoyez et on vous le répare. Et ça, c'est une communication responsable. Et ils vont encore plus loin, puisque si jamais tu voulais quand même acheter pendant le Black Friday, ils reversent l'intégralité du chiffre d'affaires de cette journée-là à des associations, à des ONG. Pas la marge, pas le profit dont certains parlent. Le chiffre d'affaires. Le vrai chiffre d'affaires. Alors, je vais bientôt monter une association. Patagonia, si tu m'entends. Le Black Friday, c'est dans pas très longtemps. J'ai besoin de partir en vacances. Alors, évidemment, je plaisante, mais c'est superbe ce que fait Patagonia. Je dis bravo. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de marques qui ont autant de courage, pour ne pas employer un mot un peu grossier. Et c'est finalement ça, être responsable. Absolument. À un moment, il faut savoir dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pourquoi on ne le fait pas, comme tu dis très justement. Dire, vous n'avez pas besoin d'acheter ce vêtement. Et en plus, si vous l'achetez malgré tout, bien, on va reverser l'intégralité du CA fait pendant une période très forte, économiquement parlant, pour une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement courageux. Oui, alors est-ce que la responsabilité, c'est le courage, quoi? Ou est-ce qu'on fera un autre épisode sur le courage? Je voudrais peut-être faire un épisode sur responsable, mais pas coupable. Avons-nous tout dit aujourd'hui? On n'a jamais tout dit. On pourrait encore continuer pendant des heures et des heures. C'est bien ce que j'allais dire, mais alors je crois qu'on va évidemment se donner peut-être quelques semaines de réflexion pour peut-être revenir. Peut-être serait-il intelligent d'avoir des gens qui sont des communicants faisant partie de très belles marques, qui sont très investis dans la RSE, qui sont, allez, je lâche le mot, engagés. Non, mais on peut encourager les gens à nous montrer qu'ils sont effectivement dans le profil idéal dont on vient de parler. Et il y en a sans doute que nous ne connaissons pas, ou en tout cas qu'on n'a pas cité aujourd'hui. Encourageons-les à se manifester, et on serait ravis d'établir une conversation avec ces marques-là. Voir aussi avec celles qui ne sont pas engagées, qui ne sont pas dans des actions, et pourquoi, et essayer de comprendre avec elles pourquoi est-ce qu'elles ne font rien et pourquoi elles se posent encore des questions pour y aller. Je crois que dans l'étude de Scission, il disait qu'il y avait 30% d'entreprises qui se posaient encore la question de savoir s'ils y allaient ou s'ils n'y allaient pas. Donc il y a encore de la marge, et essayons de comprendre pourquoi. Oui, et dans la même étude, il y a 80% des communicants qui pensent qu'on fait du RSE washing. C'est quand même qu'il y a une vraie question, quoi, à se poser. Ou alors tous les communicants sont des masochistes en puissance. Ou peut-être qu'ils sont tous sous Prozac. Alors, je ne connais pas encore
des marques qui auront suffisamment de courage ou de responsabilité pour dire « Nous n'y sommes pas encore allés en termes de RSE, donc je ne connais pas encore les dirigeants de la communication. Néanmoins, je lance une invitation à messieurs Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues, qui est un homme réellement engagé, et là c'est pas du greenwashing. Pierre, tu es le bienvenu. Je t'ai dit que tu avais ton rond de serviette, et tu verras que Jean-François et Patrice sont des hommes charmants. Et je lance l'invitation à Arnaud Roland, chez CCEP. Arnaud, tu es plus que le bienvenu parce que lorsque tu parles de RSE, nous ne sommes pas dans le greenwashing. Messieurs, je tenais à vous remercier. Merci Laurent, merci Patrice. Merci Laurent, merci Jean-François. Merci Patrice, merci Jean-François, merci Jean-François, merci Patrice. Jean-François, on ne te remerciera jamais assez de te lever tous les matins à 1h du matin. Oui, tout à fait, pour venir faire l'enregistrement du podcast. Mais la suite au prochain numéro, j'allais dire. Eh bien, exactement, Patrice. Si ça, c'est pas un bel engagement. Ça... Je ne sais plus quoi dire, les mots me manquent, j'ai la voix coupée, le souffle coupé tellement c'est beau. Patrice, je te remercie de nous accueillir chez Simone et les robots, qui est aussi, quelque part, ton magnifique bureau. Nous sommes à Paris, 10e arrondissement, nous sommes en avril. Paraît-il que c'est le printemps, il fait un temps abominable, mais en tout cas, nous avons parlé d'un sujet, communication RSE, et je pense que nous avons très bien défriché les choses, et que, un peu, telle l'écologie des contenus, eh bien, cet épisode hors série du Décodeur de la com fera évidemment date. Ciao, ciao. Chères auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur Apple Podcast disant que Jean-François se lève trop tôt, ou que Patrice se lève trop tard, ou que moi, Laurent, je n'arrête pas de parler et de dire des bêtises. Eh bien, vous savez quoi? Envoyez-nous de l'amour. Les gars, je vous dis à très vite. À très vite. À très vite. Patrice, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, mon bureau, c'est E4Brands et je partage avec Simone et les robots. Eh bien, c'est un coworking, c'est de l'amitié, c'est de l'humanité, c'est de l'amour. Et Jean-François, tu allais rajouter quelque chose? Oui, je dis Patrice est engagé, mais la vue est dégagée aussi. Eh bien, c'est vraiment superbe. Je dis bravo, je crois que là, s'il y a des gens qui restent jusqu'au bout de ce podcast, ils seront vraiment très courageux. Ciao, ciao.